Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. Bienvenue dans cette édition spéciale l'an 1 du M5 RFP. Nous nous en souvenons encore le vendredi 5 juin 2020. Un grand peuple du Mali était sorti pour réclamer tout simplement le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Une année maintenant que le mouvement existe, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont et aujourd'hui Africable a décidé alors de revenir sur les temps forts de ce mouvement, le M5 RFP, et Africable a décidé d'entretenir avec vous des échanges en invitant des panélistes pour que tout au long de cette journée nous puissions parler de ce qu'est le Mali depuis le 5 juin 2020. D'où notre premier titre, justement, mesdames, messieurs, l'an 1 du M5 RFP. Qu'est-ce qui a changé au Mali et depuis? Et pour en parler, là, dans ce premier panel, là, mesdames, messieurs, nous sommes avec monsieur Moussa Djiré. Il est le président de l'organisation Nouvelle Chance appelée ONC. Monsieur Djiré, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Dissa. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci. Notre second invité est monsieur Aliou Amadou Sango, chargé de communication au sein du parti APR. Monsieur Sango, bonsoir et bienvenue. Merci, monsieur Dissa. Je suis désormais coutumier de lieu, donc c'est un honneur encore que je sois sur ce plateau pour partager avec vous des questions aussi intéressantes pour la nation. Et toujours, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir, monsieur Sango. Merci pour votre fidélité. Merci, je suis honoré. Merci. Nous sommes également avec monsieur Djibril Diallo. Il est justement le président de l'association Empire Siège d'Or AESO. Monsieur Diallo, bonsoir et bienvenue. Bonjour, le grand frère Robert. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous aussi de vous recevoir. Merci. Et j'ajoute aussi que vous êtes membre du M5 RFP. RFP, bien sûr. Vous êtes le coordinateur du quartier Kalabankoro. De la commune de Kalabankoro. De la commune même. De Kalabankoro, oui. D'accord. Notre quatrième invité est aussi un grand leader du mouvement M5, monsieur Amara Bachili. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est mien. Merci vraiment. Je suis très content d'être là parmi vous. Tous les départs, en tout cas vous deux, vous êtes restés M5 quand même. Et nous sommes très heureux alors de commencer ces débats-là avec vous parce qu'il y en a qui sont restés M5, il y en a qui étaient M5 qui étaient partis, il y en a qui sont M5 mais qui ne sont pas du M5 politique mais plutôt du M5 esprit état d'esprit. Bon, de toutes les façons, on verra ce que c'est tout au long de cette journée d'anniversaire pour les M5. Donc, joyeux anniversaire à vous. Merci. Merci, M. Dissa. D'accord, merci. Alors, M. Bachili, je vais commencer donc par vous. Vous avez été un grand leader de ce mouvement-là. Pourriez-vous nous parler d'un temps fort, d'un acte, d'une situation qui vous a vraiment marqué pendant ce mouvement alors, du M5 RFP? Alors, M. Dissa, ce qui m'a marqué le plus pendant ce mouvement M5, c'est les retrouvailles. Tout le monde s'est retrouvé dans un grand regroupement patriotique et populaire qui est le M5. Des gens qui ne se parlaient pas, des gens qui ne s'entendaient pas, des gens qui ne voyaient même pas les choses de la même manière, mais qui ont été obligés de se donner la main, d'être dans le même regroupement pour le bien-être du pays. En dehors de ça, ce que moi j'ai toujours voulu, ça c'est un Mali meilleur. Et lorsqu'il y a des gens qui cherchent à détruire le pays, et nous sommes toujours là automatiquement à les combattre. Donc j'ai vraiment cautionné, aimé et le départ de Ibeka, de l'ex-président Ibeka. Vous savez, et le M5, d'abord, c'est un esprit dans lequel tout le monde se retrouve, tous ceux qui partagent le bonheur du Mali se retrouvent. Ibeka, c'est quelqu'un qui était un sérieux problème pour le Mali. Il fallait le faire partir. Là, je salue particulièrement M. Sogel Koukala Mega, docteur Sogel, qui m'a appelé et qui m'a dit « Fiston, je ne te vois pas engagé dans cette nouvelle lutte
Je lui avais dit mes raisons, mais il m'a précisé qu'il veut vraiment que je m'engage à fond et que j'aurai les deux choses que je désire. Et les deux choses que je désirais à l'époque, c'était d'abord le départ de Ibeka et ensuite le retour de Soumaïla. Ou sinon, le retour de Soumaïla et ensuite le départ d'Ibeka. Mais il m'a cité et il m'a juré que si jamais on prend les choses en main, que Ibeka va partir et Soumaïla va venir. Et ça a été le même cas. Dieu merci. Aujourd'hui, nous voyons que le Mali a changé grâce au M5. Mais malheureusement, le changement n'a pas été à l'attente des Maliens, comme nous l'avons souhaité. En quelque sorte, on a voulu le départ des Ibeka, mais malheureusement, c'était encore la continuité de Ibeka. Et maintenant que le M5 est sur le point de prendre les choses en main, donc nous espérons vraiment qu'il y ait un changement. Sinon, nous disons aux acteurs qui ont précédé, en fait, qui sont venus après Ibeka, de faire le maximum pour que le Mali puisse sortir de cette situation-là. Et de changer pour que nous, M5, nous pourrons travailler avec eux et que nous puissons les soutenir. D'accord, nous aurons certainement le temps de développer tout ça, M. Bathily. Alors, M. Diallo, et vous, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué lors de toutes ces manifestations qui ont précédé alors, la chute du régime Ibeka? Avant tout propos, M. Dissa, j'aimerais vraiment m'incliner devant les 23 morts, je dirais sauvagement tués par leur propre armée sous un régime démocratique. Ce qui m'a vraiment fait mal. Donc, encore on prie pour eux et nous continuerons toujours à prier pour eux, comme ceux qui se sont déjà sacrifiés, comme les Modibo Keïta et ceux de l'avènement de la démocratie. Ce qui m'a vraiment marqué pour ce mouvement, c'est d'abord la lumière qui a jailli sur ce peuple malien. Parce que le problème, c'est quoi? Avant M5, on pensait que le peuple, c'était des couches ou des individus. En commençant par les politiques, qui, une fois au pouvoir, pensaient qu'ils pouvaient tout se permettre, comme le faisait Ibeka. De la démocratie, on venait à la royauté. Et grâce à M5, on a mis fin à ça. Et le deuxième point, après Ibeka, on a senti qu'il y avait une détention, je dirais, suprême de l'idéologie ou de l'esprit du peuple qui était envers les religieux. C'est comme si le peuple devait se battre, c'était pour un religieux. Si le peuple ne devrait pas se battre, c'était à cause d'un religieux. C'est pourquoi les politiciens, lors des campagnes, se ruaient vers eux. Mais le M5 a mis fin à ça. Parce qu'actuellement où nous sommes, on ne parle pas d'un religieux qui dirige ce mouvement. Et ça a mis la lumière sur quelque chose. Tous les problèmes du Mali étaient axés sur les pères fondateurs de la démocratie. On disait que c'était eux les mots. Ils ont amené tous les problèmes. Mais avant ça, on parlait des 23 ans de la dictature de Moussa Traoré. Mais ce qui nous a beaucoup surpris, après les 30 ans de la démocratie, c'est les hommes en tri, en camouflé, la sécurité, le rempart de l'État qui a pris les commandes avec la joie de tout le peuple malien. D'accord. Comme on en avait vraiment besoin. D'accord. Mais jusqu'à présent, c'est comme si Ibeka était toujours là. D'accord. Merci, M. Diallo. M. Sango. Bon, si c'est la même question qui s'adresse à moi... C'est une question tour de table. Tour de table, ok. Franchement, moi, je sais que les enseignements que je tire de tout ce qui s'est passé à travers la lutte du M5, c'est la constance dans la lutte. Et ça, c'est d'une certaine façon, c'est une pédagogie pour nous qui sommes les nouveaux adhérents dans les partis politiques. C'est vraiment une constance dans une idée, vu qu'il y a beaucoup eu de propositions qui leur ont été faites, des choses qu'on leur a promis, qui devaient leur être attribuées, mais avec tout ça, ils avaient à l'idée que le Mali devait aboutir dans un autre contexte.
Donc franchement, ce que j'ai beaucoup admiré dans leur truc, il faut qu'on soit réaliste, c'est qu'ils ont mené le combat avec beaucoup de persévérance, beaucoup d'endurance, et l'idéal a prévalu pendant tout ce temps. Maintenant, ce qui vaudrait bien pour le Mali, c'est de faire en sorte que on ne dit pas que les gens qui ont été associés à la gestion du pouvoir, de faire du compartiment dans la nation, c'est pas ça qui intéresse. Ce qui intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir rassembler tout le monde. Je vois déjà depuis que l'annonce a été faite que M. Tchogel Kokalamega, pour lequel j'ai beaucoup de respect, devait être nommé Premier ministre. Des sirènes ont déjà commencé à dire qu'il y a des partis politiques qui sont en train de s'organiser en complicité avec la communauté internationale pour annuler sa nomination. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas quelque chose qui arrange même le futur Premier ministre. Parce que le grand démarche qu'il devait faire aujourd'hui, c'est de rassembler tous les Maliens. Donc des personnes qui sont proches de lui sont en train des officines d'opinion sont en train de véhiculer ces messages. Ça n'arrange personne. Aujourd'hui, nous avons besoin que tous les fils et toutes les filles du pays se dirigent vers la même direction. C'est de ça que le pays a besoin. Ce n'est pas de faire le bilan en mode scolaire, qui a de bonnes notes, qui a de mauvaises notes. Il faut faire le bilan en mode médical, c'est-à-dire faire une ordonnance et un diagnostic où se trouve le Mali. Qui est-ce qu'il faut pour que le Mali se redresse? C'est ça en fait le problème. Que les gens le fassent avec un certain réalisme. Parce que certains d'entre nous, franchement, ont dessus dans la gestion de ce pays. Il faut qu'on se le dise. Donc aujourd'hui, s'il y a une nouvelle force qui émerge, qui disent qu'ils sont capables, avec toutes les propositions qu'ils ont avancées, franchement, ce sont des propositions que si elles venaient à être mises en œuvre, vont permettre à notre pays de sortir d'une certaine manière. Mais en ce moment, le plus difficile va commencer aujourd'hui, parce que le M5 va arriver au pouvoir. D'une façon ou d'une autre, le plus difficile va arriver. Tout ce qui a été discours doit être aujourd'hui transcrit en actes. De toute façon, ils sont tenus à l'œil, Monsieur Djiré. Et pour vous? Oui, en fait, moi aussi je pense, comme cela a été dit plusieurs fois dans ce plateau, que l'histoire du M5 RFP, je pense, ça n'a pas commencé le 5 juin 2020. Je pense que ça a commencé le 5 septembre 2013. Le M5 RFP a été précédé par ce que j'appelle le G5 problème. Le G5 problème, c'est les problèmes de gouvernance, les problèmes d'économie, les problèmes de sécurité, les problèmes d'éducation et les problèmes de santé que rencontraient tous les jours les Maliens. Au-delà des responsables politiques qui portent aujourd'hui cette cause du M5 RFP, c'est la cause de la population qui réclamait des améliorations dans ce sens. Et en 1960, je me rappelle d'une des phrases choc du père de l'indépendance, Modibo Keïta, que j'ai apprise quand il a dit « Malidem bébé horoya ». Horoya inkorom moulé dans ce que le père de l'indépendance voulait dire. Il voulait renvoyer clairement aux valeurs et aux vertus de l'état de droit. L'indépendance, la souveraineté nationale et le fait que chaque Malienne et chaque Malien était désormais responsable de l'essor de son pays, responsable directement. Alors de 2013 en 2018, quand on a assisté à ce à quoi on a assisté, que toutes les couches dans ce pays ont manifesté au moins une fois, moi j'étais sidéré. Ali Tchegana on manifestera. Tout le monde a fait grève dans ce pays. Et au-delà de cette situation sociale, on se retrouve en 2018 avec le politique qui pensait que chaque 5 ans, il va venir donner 2000 francs, 5000 francs aux Maliens, régler son affaire et disparaître, qui comprend que les résultats peuvent être falsifiés, mais les problèmes de fond que rencontrent les Maliens demeurent. Et ils vont se battre pour trouver des solutions à ces problèmes. Alors quand le Malien décide, M. Dissa, qu'ils sortent pour dire qu'ils avaient leur mot à dire, moi, ça m'a marqué. Le Malien qui était passif à tout, qui était inoffensif à tout, qui était gentil surtout, qui décide pour une fois qu'il est concerné, que quand il vote un candidat avec plus de 40 000 voix, celui-ci ne puisse pas dormir parce qu'il y a un arbitre suprême qui s'appelle la Cour constitutionnelle et que tant qu'elle n'a pas siégé, les choses ne sont pas officielles et les choses ne sont pas claires, que le vol et la tricherie dans ce pays ne seront plus, en tout cas, une légalité. Quand on décide de prendre en compte que la santé des Maliens a été mise en danger, parce que dans le monde, le contexte était une crise sanitaire qui passait au second plan chez nous, les Maliens sont sortis, à mon avis, pour dire que le Mali se trouve encore dans le monde. Et c'est un bon message. D'accord. Alors, M. Bathily, un an après la création quand même du M5, qui est venu après le G5 problème, après le G5 problème, le M5 qui est venu, qu'on a connu à partir du 5 juin 2020, c'est M5 dans sa composition n'est plus le même. En tout cas, il y a des grands représentants, quand même des grands leaders aussi, qui sont partis du mouvement. Le mouvement s'est effrité. Alors, on pensait même que le M5 était mort de sa belle mort entre guillemets.
Et quelle explication vous nous donnez par rapport à ça? Pourquoi le groupe n'a pas su rester au complet, selon vous? Merci, M. Dissa. Vous savez, dans toute lutte populaire, les gens viennent avec leur objectif. Il se trouve que tout le monde ne vient pas avec le même objectif. Il y a des gens qui viennent pour atteindre l'objectif ou soit pour atteindre le but de la lutte. Il y a d'autres qui viennent pour manger dedans. Il y en a aussi qui viennent se faire un nom. Il y a aussi des gens qui viennent juste pour un poste. Donc, il ne faut jamais espérer que tout le monde aille ensemble. Comme l'ont toujours dit nos aînés depuis qu'on était dans la phase anti-Abana en 2017. Ils nous ont toujours dit que quand vous êtes là à lutter, il y a des gens qui tombent, d'autres se blessent et d'autres abandonnent. Cherchez à aller tous ensemble. Mais il faut reconnaître qu'à un moment donné, il faut laisser les autres s'en aller. Parce qu'il y a, parmi les membres du M5, il y a des gens qui voulaient vraiment avoir un poste. Il y a des gens aussi qui avaient toujours le rêve d'être soit maire, soit député. En tout cas, d'avoir l'écharpe tricolore. Bon, si eux, ils ont la possibilité de l'avoir, on les laisse la liberté de choisir ce qu'ils veulent. Bon, en ce qui concerne ces deux ordres-là, vous savez, le M5 n'aurait jamais survécu si ces gens-là n'étaient pas partis. Et le problème même de ce que vous appelez, ce que vous venez de dire tout de suite là, c'est le fait que le M5 est un sérieux danger, une menace pour toutes les personnes qui veulent continuer à voler l'État. Il y a mon frère Diallo qui venait de dire que rien n'a changé. Effectivement, rien n'a changé. Pourquoi rien n'a changé? Parce que c'est le même régime Ibeka qui est là. Les gens qui ont fait disparaître, sinon qui ont volé les 1236 milliards ou une partie de cet argent de l'armée, sont toujours là. Ils ne veulent pas que le M5 siège. Donc, ils font tout pour mettre des gens en mission qui diront que le M5 est mort de sa belle mort. Alors qu'en réalité, le M5 était loin de mourir. Nous avons fait des tas d'actions. Et Dieu merci, grâce à nos aînés, qui nous ont toujours encouragés et qui nous ont toujours donné l'espoir de rester ensemble, on a pu comprendre que le fait que ces gens-là sont partis donnera plus de force pour le M5. Mais heureusement, le M5 a eu sa force puisque nous avons eu un Premier ministre. Au début, on leur a dit que l'objectif n'est pas un partage de gâteau, mais d'aller vers l'objectif, nos 10 points. Ils ont accepté les 10 points et on est allé vers ça. Dieu merci, et Choguel, c'est un rassembleur. Il s'entend avec tout le monde. Il cherche maintenant, et il a déjà cherché à rassembler même ceux qui étaient partis. Et personnellement, je crois qu'il a appelé tout le monde. Il cherche à créer un environnement stable, et il fait en sorte que les gens puissent se comprendre pour qu'ils se remettent ensemble encore. Donc ça c'est un acte que je salue, mais un acte très risqué. Parce que quelqu'un qui trahit une fois trahira. Quelqu'un qui ne cherche que son objectif va continuer à ne chercher que son objectif. Le plus important aujourd'hui, ça c'est de reconnaître que les personnes qui sont restées constantes méritent vraiment d'être remerciées. Même si, comme certains le pensent, moi je ne suis pas de cet avis. Je pense que quand on est tous dans le M5, il faut aller vers l'option de mettre les personnes qu'il faut là où il faut, plutôt que de chercher à se placer même si on n'a pas le niveau. D'accord. Alors, M. Diallo, vous aussi, vous avez vécu le départ de certains exactement comme M. Bathily, un soulagement, ou au contraire, ça vous avait découragé un moment? Vraiment, Robert, au contraire, je rejoins Amara. Ça a donné même la béatitude au niveau des M5. C'est que le vrai peuple attendait. Comme je l'ai si mentionné en amont, on pensait que même M5 appartenait à certaines personnes, qui empêchaient aussi une majeure partie de la population qui ne pouvait pas adhérer. Parce qu'il faut limiter M5, pour moi, à 3 choses. D'accord.
l'insécurité. Donc, j'ai 3 problèmes. J'ai 3 problèmes. D'accord. L'insécurité. Actuellement, il s'agit de maintenant. Avant là, c'était G10. On allait au G10. Parce qu'on ne pouvait pas compter les problèmes. Chaque jour, il y en avait un autre. Avec le régime d'IBK. Mais actuellement, le peuple malien est patient. Et le peuple malien réclame ce qu'il a toujours, comment dirais-je, aimé. C'est-à-dire quoi? Être ce même peuple rassemblé et constant sur ses valeurs traditionnelles qui sont quoi? Qui sont le cousinage à plaisanterie, les djelia, comment dirais-je, le balmaya, le teria, tout ça actuellement à cause de l'ancien régime. C'est vrai, on parlait de la démocratie. C'est vrai, le régime d'IBK, c'était un régime démocratique. Mais ces valeurs-là étaient ancrées. C'était des valeurs humaines du Malien. Mais c'était devenu maintenant des phénomènes. Parce quand on voyait quelqu'un servir quelqu'un, honnêtement maintenant, ça devient étrange. C'est ce que ces régimes avaient amené. Et actuellement, je suis très content de savoir que c'est dans la douleur que le peuple a réclamé ces problèmes. Moi, j'ai vu des anciens ministres veiller avec nous au boulevard, les 11-10, après qu'on ait tué sur les gens, qu'on ait abattu les gens les 10, les 11, les 12 juillet. Donc ça prouvait quoi? Que le patriotisme réclamait obligatoirement tous les fils du Mali. Par exemple, quand on sortait lors des mouvements, il n'y avait pas de couleur. Comme ici, le vert jaune rouge, c'est Dissa, c'est Edjiré, c'est moi, c'est Amara, c'est Sanko. Mais on vient de partout le Mali. On s'en fout de notre région, on s'en fout de notre ethnie, on s'en fout de notre coloration politique. Les Maliens étaient égaux aux Maliens. Tout simplement Maliens. Mais actuellement, comme vous-même, vous l'avez tout le temps décrié dans vos poèmes, ainsi de suite, vous disiez les Maliens étaient devenus 1000 bits, 1000 fois, ainsi de suite. Donc vraiment, actuellement, ce qui m'a vraiment tiqué encore, c'est que la jeunesse a pris le pouvoir. Même pour la nouvelle vie, ou bien le redémarrage, ou bien la RS, je ne sais pas quoi dire, comment M5 vient d'être ressuscité. D'après vous, sinon pour moi, M5 n'est jamais mort. Parce que pour moi, je ne suis pas parti pour quelqu'un. Personnellement, moi aussi, j'ai cité quelqu'un qui a dit publiquement que le M5 est mort. Bon, lui, comme on est en démocratie, et lui, je l'ai tout le temps dit qu'il vivait de sa belle vie. Mais nous aussi, nous on était vivants, même si ce n'était pas de notre belle vie, parce qu'il y avait des citoyens, il y avait des compatriotes comme lui, qui prenaient vraiment ces Mali-là en otage. Et il faut mettre fin à ça. D'accord. Monsieur Sango, vous, croyez-vous au fait que le M5 est un état d'esprit autre que le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, quand on regarde au lendemain de sa chute et qu'on a demandé par exemple au même M5 alors d'envoyer des CV pour la primature, il paraît qu'il y en avait au moins une vingtaine de CV. Où est cet état d'esprit autre que le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta? Non, je crois que depuis le départ du président IBK, le contexte a assez changé, même si les mesures de confiance les mesures qui avaient été posées par les premières autorités de la transition n'étaient pas des mesures qui, aux yeux des acteurs du M5, étaient des mesures de confiance. Mais entre-temps, le contexte a changé. Le président Choguel a rencontré l'ancien président de la transition. Des discussions avaient été engagées. L'ancien premier ministre aussi a rencontré le président Choguel. Mais je pense que l'esprit du M5 a prévalu. Parce que, vous savez, beaucoup de choses se passent de façon publique, mais encore beaucoup plus de choses se passent en privé. Les gens sont démarchés pour défriter le mouvement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc si le mouvement a tenu jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a eu une certaine constance, comme je viens de le dire. Et c'est en pratiquant les hommes qu'on les connaisse mieux. Parce que, comme l'a dit Amara, beaucoup de gens, il fallait qu'ils partent pour qu'on se sente un peu dans la lutte qu'ils étaient en train de mener. Mais moi, franchement, je voudrais avoir des critiques assez constructives. Parce qu'aujourd'hui, c'est au M5 d'aider le futur Premier ministre à faire en sorte que Malien Ougana
M5 est là. C'est très important. Vous savez, c'est très facile de critiquer la gestion d'un pays. C'est très facile quand vous êtes de l'autre côté. Mais quand vous êtes en contact avec la vraie gestion du pays, c'est différent. Même les gens qui ont combattu à vous propulser à la gestion du pays vont commencer à avoir douté de vous parce qu'ils vous donnent, ils vous surestiment d'une certaine manière que vous soyez capable de faire autre chose. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à nos anciens camarades qui étaient au pouvoir, parce que dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, la première chose qui était dans les chapelles politiques, c'est de dire que celui-là était venu depuis 80 telle année, celui-là vient d'arriver. Même les alliés étaient mal à l'aise. Je ne suis pas un prophète, je ne veux pas prophétiser les mauvaises choses. Ce qui vient d'arriver, je l'avais dit sur ce plateau il y a quelques jours, j'avais dit que le schéma de 2012 était en train de se produire. On avait eu un premier gouvernement, un deuxième gouvernement, ça c'est le troisième gouvernement où on change de premier ministre. Aujourd'hui, ce qui est important pour le M5 qui vient au pouvoir, c'est de faire en sorte que chaque Malien se sente, qu'il soit responsabilisé ou pas, qu'il se sente dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce que maintenant, ce n'est plus les critiques, c'est maintenant la gestion du pays. C'est ça. C'est ça qui est intéressant. Donc, le premier levier sur lequel le Premier ministre doit s'appuyer, ce sera d'abord le M5. Ce sera d'abord le M5. Parce que, franchement, je pense que si on le laisse travailler, parce qu'aujourd'hui, quand je dis franchement, je vois mon frère Diallo qui est en train, ça va être très difficile. Moi, avec ma modeste expérience dans l'administration, je sais. Tout en souvent, vous pouvez regarder encore le plein du boulevard. Oui, en fait, vraiment, c'est émotion. Non, vous aurez la parole. Oui, en fait, vraiment, j'ai voulu le ticket un peu, le ticket d'aller jusqu'au-delà du Premier ministre. D'accord. Franchement, ce que je souhaite pour mon pays la meilleure réussite pour le M5 et le futur Premier ministre. Parce que quoi qu'il va se passer, je suis dans l'administration. Personne ne fera partie de l'administration comme vous. Qui que vous soyez, vous n'allez pas gérer notre pays, vous allez gérer le Mali. Et pendant que vous êtes en train de parler, justement, M. Sango, et quand on regarde les images qui viennent de défiler sous nos yeux, voilà, et regardons ces images, c'est encore le plein quand même du boulevard de l'indépendance. On dirait que seul les M5 a le secret de remplir le boulevard de cette façon. J'espère qu'on ne me parlera pas de 1 million de gens sortis aujourd'hui encore. Alors, M. Sango, est-ce qu'aujourd'hui, si M. Choguel Kokala Maïga n'avait pas été pressenti jusqu'à ce niveau-là, PM dès le lundi prochain, est-ce que les M5 allaient pouvoir réussir une telle mobilisation? Il est indiscutable que les propositions avancées, les raisons pour lesquelles les M5 se constituent, il est indiscutable que tous les Maliens les partagent. Moi, je pense que ce peuple qui est dans la rue, ce n'est pas parce que Choguel va être Premier ministre, non. C'est aujourd'hui un certain enthousiasme qu'ils sont en train d'exprimer, de voir qu'aujourd'hui, au-delà de tout ce qui s'est passé, le Mali est vers une nouvelle direction. Mais moi, ce que je maintiens et que je persiste à dire, les vrais problèmes commencent pour les M5 maintenant, parce que c'est la gestion. Je vous le dis, pas j'ai une modeste expérience dans l'administration, mais je sais que quand des hommes sont venus à l'administration, parce que je pense qu'Amara va m'excuser, il y a certains, comme il l'a dit, dans la lutte, chacun a son objectif. Il y a certains qui pensent que si Choguel est Premier ministre, dès que son décret est signé le lendemain, il va virer toute l'administration pour le faire remplacer. Un homme d'État ne se comportera pas de cette façon. Je sais qu'il y a des poches où il faut vraiment faire du ménage, mais il y a certaines personnes qui sont, malgré que des figures de l'ancienne majorité, mais qui font excellemment leur boulot. Ça, il faut que ça soit clair. Alors, M. Djiré, et vous, pensez-vous que le M5 est encore ce mouvement qui peut décider de qui reste ou de qui part au Mali? En vérité, je pense que le M5 est encore ce mouvement qui représente ce que j'ai appelé le G5 problème. Je reste vraiment attaché à mon G5 problème. Les problèmes de gouvernance, les problèmes de sécurité, les problèmes d'éducation, les problèmes de santé et les problèmes de développement. Quand on regarde ces problèmes dans leur ensemble, tant qu'ils ne seront pas résolus, c'est le peuple malien dans son ensemble qui va pouvoir décider de qui reste et de qui part. Aujourd'hui, il ne faut pas tomber dans le piège de donner le monopole de notre pays, du destin de notre pays, à un groupe ou à un clan. Le destin du Malien appartient à 20 millions de Maliens. C'est un destin collectif que nous partageons. Partager ce destin collectif, c'est prendre en compte que les petites crises, quand elles se mettent ensemble, deviennent de grandes crises. Donc il faut régler le problème à la base. Instaurer le dialogue,
pour qu'il soit la source de l'instauration d'institutions fortes, crédibles, qu'on sorte du sentimentalisme et qu'on mette l'accent sur des vraies valeurs comme le travail. Un homme d'État a eu à dire que l'homme africain n'avait pas besoin d'hommes forts, mais qu'on avait besoin d'institutions fortes. Comme chez nous, c'est chacun derrière son quelqu'un, on s'est tous fâchés, parce que c'est vraiment chacun derrière son quelqu'un. Mais aujourd'hui, il faut prendre en compte que les institutions de 1991 qui ont été obtenues sur le sang des martyrs maliens ne répondent plus aujourd'hui à une attente et à un idéal. Il faut aujourd'hui faire évoluer ces institutions vers des institutions plus fortes, plus crédibles, pour éviter qu'un petit groupe de personnes puisse avoir le monopole de tout un pays. Parce que, M. Dissa, vous m'accorderez que c'est dramatique que quelqu'un puisse gaspiller 3 millions, 4 millions à Amin Koïta dans un soumou le dimanche, pendant que le pauvre Malien est là. Dès que tu gares ta moto pour mettre l'essence, tu vois des enfants se ruer vers toi pour te demander à manger. Le Mali où l'agriculture est un potentiel si haut, un potentiel si valable, ce n'est pas juste et ce n'est pas normal. D'accord. Alors, M. Bathily, alors, en suivant M. Sango, alors, les M5 est encore ce mouvement qui est assez représentatif du peuple malien. C'est exactement les mêmes dires de M. Moussa Djiré. Mais M. Sango, quand même, est en train d'avertir par rapport à la gestion qui doit être celle du M5. Est-ce que nous savons déjà quel est l'état d'esprit alors, au sein du M5 aujourd'hui dans la gestion des affaires publiques? Va-t-on, justement parce qu'on est aujourd'hui très fort, alors décider de gérer le Mali entre nous M5, ou alors va-t-on s'ouvrir à tout le monde? Parce que vous aviez dit tantôt qu'il y a quand même un risque. Et ça fait que je vous interpelle. Il y a un risque, vous dites que quelqu'un qui a trahi une fois pourra trahir une seconde fois. Quelqu'un qui est venu pour ses intérêts peut revenir pour ses intérêts. Est-ce que ça ne sonne pas déjà, M. Bathily, de l'exclusion? Ok. Permettez-moi de vous dire d'abord que M. Diallo qui est là est un camarade très proche. Vous savez, quel que soit le départ des uns ou l'opportunisme des autres, l'opportunisme des autres, nous restons toujours sur notre lancée. Rien ne pourra nous faire décourager. Par ailleurs, je suis entièrement d'accord avec M. Sanko et aussi avec M. Djiré. Mais j'aurais bien voulu que M. Sanko se sente M5. Parce que le M5, c'est juste un esprit. Tous ceux qui veulent un Mali meilleur doivent se sentir M5. Et vous avez parlé de... D'abord, parlons de la situation. Et j'aurais vraiment voulu qu'il soit toujours là, à nous rappeler, à nous faire ces mêmes critiques. Vous savez, moi, je suis tranquille. Vous savez, je suis tranquille. Au cours de ma vie, j'ai soutenu 3 personnes, 3 hommes politiques, dont 2 sont décédés malheureusement, paix à leurs âmes. Atété et Soumaïla Cissé. Le 3e, c'est Choguel. Choguel, c'est quelqu'un qui a l'esprit de mettre la personne qu'il faut là où il faut. Lorsqu'il était ministre, son chef de cabinet était de l'UDD et non de son parti. Nous l'avons déjà vu à l'œuvre. Mais là n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est les militaires. Parce que quand on dit de mettre la personne qu'il faut là où il faut, les militaires ont placé des militaires dans différents services. Les gouvernorats, les directions nationales et régionales, etc. Oui. Monsieur Dissa, c'est déjà fait. Sincèrement parler, Choguel, c'est quelqu'un qui ne cesse de m'impressionner. J'ai encore foi en lui. Il peut gérer ce pays. Mais on ne peut rien entreprendre tant que ces militaires-là ne puissent accepter la réalité. Accepter la réalité, c'est d'accepter vraiment de faire quitter les personnes qu'ils ont placées là où il ne faut pas. Monsieur Bathily, vous m'amenez à vous poser quand même une autre question qui vient de me tarauder l'esprit. Vous parlez de rectification de la transition. Les militaires parlent de rectification de la transition. Du coup, est-ce que vos rectifications sont les mêmes et vont-elles dans le même sens? Pas du tout. Nous, notre rectification, c'est sincère. Eux, leur rectification tend vers leurs intérêts personnels. Et ces militaires dont on parle, c'est des gens qui ont toujours minimisé, contourné, sous-estimé le M5. Et ils sont acteurs de ceux qui voulaient détruire le M5. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Aujourd'hui, ils ont le dos au mur. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont carrément changé. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas continuer à faire ce qu'ils veulent faire.
pour ces militaires, vous savez, aujourd'hui, là où nous sommes, moi, je peux dire que j'ai un responsable, un aîné ou même un mentor qui décide de travailler avec les militaires. Bon, je suis du M5. Quand le M5 décide de travailler avec ces militaires, je suis d'accord avec. Mais il faut se dire que ces militaires ne sont pas dignes de confiance. Et en dehors de ça, c'est des gens qui ne cherchent pas le bonheur du Mali. Ils ne cherchent qu'à s'enrichir et à enrichir leurs proches. Prenons l'exemple du CNT. Monsieur dit ça, le CNT n'est pas légitime. Il est carrément folklorique. Et pourtant, c'est devant ces CNT justement que M. Choguel va devoir quand même faire sa déclaration de politique générale. Hein. Et ça faisait partie des exigences du M5 pour entrer dans le gouvernement Mokhtar Wan 2 déjà. Alors, comment les choses vont se passer à ce niveau? Le M5 va continuer à réclamer la dissolution du CNT? Le M5 a toujours demandé la dissolution du CNT. Mais lors des dernières discussions, les militaires ont fait savoir au M5 qu'il y a des points très sensibles auxquels il ne faut pas toucher. Ça, c'est quoi? Et il y a le CNT parmi ces il y a le CNT, il y a les 4 ministères. Et sincèrement parler, on ne peut pas avancer avec ces genres de pratiques. Mais comme nous sommes derrière des gens qui nous ont jamais menti, qui nous ont jamais trahis et qui nous ont jamais mis sur un mauvais chemin, nous sommes là à vouloir à ce que les choses aillent mieux. Mais pour cela, nous avons besoin de tout un chacun. Toutes les personnes qui suivent l'objectif du M5, ou même tous les jeunes qui sont comme M. Sanko, de s'impliquer davantage. Et pour que nous faisons en sorte que le M5 puisse atteindre son objectif. Vous savez, il y a un sujet sur lequel les Maliens doivent revenir. Lorsqu'on a parlé de 14 ou plus de CV envoyés par le M5, ils n'ont pas dit les choses comme il le fallait. Et il y a des gens qui voulaient vraiment polémiquer sur ça. Sinon, quand les militaires ont demandé à ce que le M5 envoie 2 CV, Maître Moutakatal a dit que ça c'est un plan pour nous diviser. N'envoyons pas 2 CV, mais envoyons tous les CV. D'accord. C'était comme ça. Ok. Mais ils ont mal interprété. D'accord. Nous allons évoluer avec votre permission, M. Diallo. Alors, vous avez été quand même les premiers à faire une sorte de bilan, en fait, de gains. Oui. Des gains en termes de patriotisme, en termes de vie politique que nous avons eu avec le mouvement, parce que vous avez dit qu'avec le M5 RFP, désormais, le peuple malien peut sortir à remplir le boulevard de l'indépendance sans que ce soit sous l'injection des religieux. Vous avez aussi dit qu'avec le M5, on voit en tout cas le début alors d'une nouvelle vie de confiance entre l'homme politique et le citoyen malien. Alors du coup, quelles sont selon vous les leçons de démocratie, de citoyenneté en fait que le M5 nous laisse déjà en une année? Avant de vous donner des leçons, je vais vous donner des actes. D'accord. Juste pour la refondation de M5, ça n'a pas été décidé par le comité stratégique, mais ça a été décidé par la coordination de la jeunesse, autour d'une table avec les mêmes Amara, les mêmes Anne, les mêmes Jaguar, les mêmes OMT, bitons depuis les États-Unis. Tous des jeunes, des leaders jeunes. Que je salue et qui est même revenu des États-Unis pour ne pas rater cet anniversaire-là. Oui. Donc, juste pour vous dire que la première rupture collective, ça a été organisé à Kalabankoro par l'association Empire Serge d'Or et la coordination de Kalabankoro. C'est après cette rupture que les autres communes ont suivi. Et par fini, le comité stratégique, je ne sais pas si vous avez suivi les derniers discours de Choguel, les Ikasa, ils ne font que les éloges de la jeunesse, parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à perdre. C'est pourquoi moi, je n'aime pas mentionner Ikasa, Mme Sika, tout ça. Je n'aime même pas mentionner le comité stratégique. Le comité stratégique nous a déjà donné les M5. Pourquoi? Les M5 étaient déjà dans la transition. Il est toujours dans la transition. Parce que dire que M5 est parti, M5 est là, moi je le dirais, c'est les individus. M5. M5 n'a pas bougé d'un cran, d'un iota. M5 est là. Tant qu'il y a les problèmes, il y a M5. Mais maintenant, les meneurs, c'est comme ça. C'est comme dans une classe.
La classe est là, les élèves sont là. Il y a le professeur de maths, il vient, il fait ses 2 heures, ses 3 heures, il va partir. Il y a le professeur de physique chimie qui va venir faire la même chose. Ainsi de suite. Mais la classe est là et demeure. Maintenant, qui va sortir pour aller à la maison? Les élèves qui n'aiment pas les cours, les chômeurs qui ne sont pas à jour, ou bien les gens qui sont intéressés par autre chose que l'éducation, ils vont partir. Mais maintenant, le résultat, ça serait quoi? Lors de l'examen qui va passer. Ce sont ceux qui vont rester, suivre les cours, apprendre les leçons. Ils vont apprendre maintenant pour servir le pays. M5, c'est tout ce que moi j'ai retenu du M5. Donc dire que Choguel est Premier ministre aujourd'hui, Choguel même l'a dit. Avec Ikasa, lors de la réunion avec la jeunesse, nous là, même si nous quittons M5 aujourd'hui, M5 sera là. Donc ça veut tout dire. Dire que M5, c'est pourquoi je disais à mon frère Sango d'aller au-delà et Amara m'a cherché ma langue. Le problème ne peut pas être d'autres personnes si ce n'est pas les militaires. Je faisais partie des éléments qui ont applaudi les militaires lors de leur arrivée. Pourtant, je suis membre fondateur de M5-RFP. D'accord. Et M. Sango, est-ce que le M5 lui-même, alors qui va donc s'occuper de la primature, mais qui déjà entre quand même dans une sorte de partenariat, par exemple, je reviens sur ce que disait M. Amara Bachili tout de suite. Alors, le M5 est déjà prévenu, il y a des structures à ne pas toucher telles que les CNT, il y a des ministères à ne pas toucher, 4 ministères à ne pas toucher, des compromis comme ça sur lesquels le M5 s'engage quand même, hein, parce que quand on dit le M5 s'engage, on va dire que nous allons avoir quand même un gouvernement M5. Je n'ai pas dit forcément composé que des gens de M5, mais c'est quand même un gouvernement M5. Si le M5 est un état d'esprit, un gouvernement fidèle à l'état d'esprit M5. Alors, est-ce que nous pouvons dire que le M5 alors, est assez grand, assez fort, assez mature pour ne pas se faire concurrencer sur le boulevard de l'indépendance par un M6? Merci, Robert. Je voudrais d'abord préciser, appuyer, consolider les analyses d'Amara, en disant que moi je crois fermement à l'intelligence du Premier ministre Choguel. Il a le tact, la dextérité de pouvoir aplanir les divergences. Ça, je sais qu'avec les militaires, il y a 70% de chances que la cohabitation va être. Et ce que moi je souhaite pour mon pays, c'est vraiment les discours émouvants que le Premier ministre Choguel et le président de la transition vont prononcer le jour de prestation du serment du futur président de la République. Pour répondre à votre question, je crois qu'il y a des équivoques qu'il faut lever. Dans la gestion d'un pays, pour mettre en place un gouvernement, être consulté pour un gouvernement ne veut dire pas simplement, ne veut dire pas forcément que vous entrez dans un gouvernement. Il faut que les gens le comprennent. Vous êtes une couche considérable du pays. On ne peut pas prendre des décisions aussi importantes qui est de mettre en place un gouvernement sans au moins vous appeler pour vous dire, bon, voilà, en tant que Premier ministre, avec le président, voilà la direction que nous entendons mener, nous entendons donner au pays. Cela ne veut dire pas forcément que vous allez rentrer au gouvernement. Ça, il faut que les gens se le disent. Parce que je vois chaque fois que des uns et des autres sont consultés pour la mise en place des gouvernements, ils s'attendent toujours à être dans un gouvernement. Et après l'annonce de la liste, s'ils ne sont pas dans le gouvernement, ils pensent que, forcément, on peut même vous demander de produire des CV. Parce que celui qui a la gestion de mettre le gouvernement peut rechercher, comme vous l'avez dit, des gens qui peuvent mettre l'esprit du M5 en pratique, mais qui ne sont pas forcément du M5. C'est pour cela qu'on peut demander aux forces politiques et sociales de produire des CV. C'est pour cela qu'il faut éviter de choisir des ministres dans nos pays sur la base de leur appartenance politique. Vous pouvez demander à tous les partis politiques de produire des CV, des personnalités qui ont l'expérience. Si la personne qui fait le casting du gouvernement choisit en âme et en conscience sur la base du papier, et si les enquêtes de moralité et les enquêtes d'opinion sont vraies, il y a de fortes chances qu'on retrouve pour ce pays des cadres qui ne sont pas du M5, qui ne sont pas dans les chapelles politiques, mais qui peuvent redresser ce pays. D'accord. Voilà, c'est un peu ça mon avis. D'accord. Monsieur Djiré, pour vous, l'échec du M5, on ne le souhaite pas, mais l'échec du M5 ne peut-il pas mettre fin à tout élan patriotique désormais dans ces pays-là, ou bien au contraire, ça va susciter alors un M6? Est-ce que quelque part, quand on regarde l'historique
hein, depuis le G5 problème jusqu'à l'avènement du G3 problème et jusqu'à l'avènement du M5 RFP. Est-ce que quelque part le M5 aussi ne laisse pas derrière lui alors un modèle classique, hein, une sorte de jurisprudence politique entre guillemets qui peut être et adopté par d'autres personnes aussi, pouvant profiter à chaque fois que ça ne va pas pour voilà, charger le régime et voilà, prendre le boulevard de l'indépendance. Bref, comment faire pour être à l'abri d'un M6 D'accord. désormais? D'accord. Moi, je pense que pour éviter cela, il faut faire les bonnes choses au bon moment. Je m'explique. Nous avons parlé ici du G5 problème, mais les Maliens ne vont pas quand même, comme la Coupe du Monde ou la CAN, organiser les coupes de quartier de la contestation chaque semaine. Ça, c'est sûr. Il faut à un moment donné qu'on organise aussi le tournoi de la construction et le tournoi du salut du peuple, comme ça avait été pensé par l'avènement de la démocratie en 1991. Il faut comprendre aujourd'hui le schéma de gestion même de l'État. En politique, il y a ce qu'on appelle la cohabitation. La cohabitation, c'est par exemple lorsque le camp du président de la République perd les élections législatives. Ça, c'est dans certaines démocraties. Et que l'opposition a la majorité au Parlement. Vu qu'on est dans un schéma de division du pouvoir, le président appelle l'opposition, qui lui suggère alors un premier ministre de l'opposition. Le président de la République et le premier ministre ne sont pas du même bord politique, mais ils garantissent l'équilibre du pouvoir. Aujourd'hui, le président de la transition est un militaire. Une couche forte, une couche nécessaire. Je l'expliquerai quand j'évoquerai les objectifs et la feuille de route qui, selon moi, doit être celle de cette transition. Le Premier ministre est du M5 RFP, une principale composante politique née de ce que j'ai appelé le G5 problème, qui est intervenu et qui a fait partir quand même un régime démocratique, donc qui a la légitimité politique d'asseoir aux militaires un délai de grâce pour asseoir et orienter la transition. Et regarder les images tout en parlant. Exactement. Ouais. Asseoir et orienter la transition, c'est très simple, hein, monsieur Dissa. Et je veux le dire à toutes les personnes sur ce plateau. C'est se dire que une transition, c'est des réformes. Des réformes politiques, des réformes profondes. Pour éviter que dans 2 ans, on se retrouve dans le même schéma. Au-delà de ces réformes, une transition, c'est aussi le dialogue. Et au-delà de ce dialogue, c'est l'organisation des élections. Est-ce qu'on va aller vers un organe unique de gestion des élections? Est-ce que l'organisation des élections sera confiée à plusieurs organes? Mais avant même d'aller aux élections, il faut sécuriser le Mali. Est-ce qu'on va ouvrir des bureaux de vote dans des endroits où on attend les Kalachnikov? Est-ce que les candidats aux élections présidentielles vont être enlevés et vont miraculeusement disparaître et tout le pays va se retrouver en deuil? Comme malheureusement ce fut le cas de l'honorable Soumaïla Cissé, un homme d'État qui le repose en paix. Un homme de paix. Un homme de paix. Aujourd'hui, il faut sécuriser le Mali, instaurer le dialogue et permettre des réformes profondes pour que les institutions qui viennent ne soient pas des institutions qu'on va écraser. J'ai été mis en lambeau quand j'ai vu l'état de l'Assemblée nationale de ce pays au soir du 18 août. Ça a été saccagé comme la décision qui avait nommé les députés. Amara, vous étiez devant l'Assemblée ou bien vous étiez à l'ORTM? Je suis responsable quand même. Ok, donc continue. Ce n'est pas l'image que nous voulons de la démocratie au Mali. Donc tant que nous allons avoir le G5 problème, des problèmes de gouvernance qui n'évoluent pas, des problèmes d'insécurité qui gangrènent nos populations, des problèmes d'éducation où on ne prend pas soin de l'école du peuple, des problèmes de développement où l'agriculteur, l'éleveur ne sentent pas qu'ils sont considérés, des problèmes de santé où les Maliens meurent tous les jours en fonction de ce qu'ils ont dans la poche, il y aura même un M30 ou un M45. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, nous allons aborder le dernier tour de table, mais seulement avant, nous avons tous vu tout de suite vraiment la beauté, justement, de ce peuple du Mali. Tellement beau quand on est ensemble. Alors, monsieur Bathily, monsieur Diallo, monsieur Sango, monsieur Djiré, nous sommes quand même à une époque, à un moment très important de l'histoire, même de notre pays, de notre génération, qui doit quand même bâtir, qui doit laisser des empreintes positives. Alors, vous tous, quel est le message aujourd'hui? L'an 1 de M5, quel est le message aujourd'hui pour qu'il n'y ait plus jamais ni de 18 août, ni de 25 mai, pour que nous puissions vraiment, désormais, vivre notre démocratie telle que nous la voulons, sans coup de force, encore moins sans coup d'État. Un dernier mot pour tout le monde.
Bon, avant d'entamer le dernier mot, j'apprécie personnellement les propos de Diré, M. Diré. Vous savez, M. Dissa, nous sommes dans un pays où l'État n'existe pas. Il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître ça et il faut toujours commencer par ça. Sinon finir par ça. Au nord, au centre et même vers Ségou, l'État n'existe pas. C'est vrai. Il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de juges, il n'y a rien du tout. C'est les djihadistes qui sont là-bas. Ça, c'est un point qu'il faut souligner. En dehors de ça, vous savez, M. Dissa, nous, par exemple, nous qui sommes du M5, nous sommes censés faire la lutte du Mali, faire un combat pour les Maliens. Nous voulons un Mali meilleur. Cela ne peut pas se faire sur le mensonge. Et il y a mon frère Diallo qui parle tout à l'heure de coordination de jeunes. Moi, je lui dis dorénavant de parler des jeunes du M5. Parce que quand on parle de coordination, il doit falloir que les gens vous choisissent ou que les gens vous mandatent. Mais quand c'est un groupe de personnes qui cherchent à fédérer sur les autres et qui cherchent à se donner un nom, ça, je pense que c'est quelque chose dans laquelle il faut sortir pour aller de l'avant. Et nous, fils du Mali, nous avons le devoir et l'obligation de nous donner la main. Et nous sommes obligés également d'aller vers le chemin de la réalité. Parce que rien ne va dans ce pays. Et si on ne fait pas attention, le Mali sombrera bientôt. Puisque les djihadistes sont même aux portes de Bamako. Ils peuvent rentrer à Bamako n'importe quand. Nous avons des militaires qui sont plutôt souciés à chercher des postes politiques qu'aller au front. Comme nous l'avons déjà dit, vous savez, tant qu'on ne met pas les personnes qu'il faut là où il faut, on ne peut pas espérer sur un pays, un Mali meilleur. Et tant que ces militaires-là n'acceptent pas ce qu'ils sont réellement, les problèmes sont toujours là. D'accord. Monsieur Diallo. Oui, regardez ça. Vous voyez qu'Amara est en train de montrer la beauté même de M5. Donc, sans que vous êtes les bienvenus. Donc, c'est pas seulement qu'on se soutient à travers les sorties massives comme ça. On se dit la vérité. Mais je dirais juste à mon frère que le comité stratégique, la coordination, tout ça, c'est des mots par rapport à M5 RFP. Donc, on parle. Et on est ensemble. Et la coordination, surtout. J'ai parlé des valeurs sûres, par exemple, un professeur Salif que lui, il connaît, un professeur Souré, un Kader qui a montré des preuves, Kader Maïka, preuve patriotique sur ces mêmes plateaux, que tout le Mali ne va jamais oublier. Donc, toutes ces valeurs-là, ils sont là, vis-à-vis des aînés. Donc, nous, on n'a pas peur. Et un dernier mot à l'endroit Un dernier mot pour votre question. Moi, je dirais que les Maliens, il est temps que les Maliens arrêtent de tuer les héros et d'aimer les victimes. Parce que le problème, c'est quoi? Tuer les héros, c'est quoi? Chaque fois qu'un Malien s'élève, si il est sur le bon chemin, ça vient toujours d'en haut, on fera tout pour le faire virer. Et par finir, il va virer. Et il chavirera. Et les victimes, c'est quoi? Je vous dirais, si Choguel n'était pas nommé Premier ministre, le boulevard allait être triplé de personnes. Contrairement à ce que... Non, Sango admet la même chose. Admet la même chose, vous, hein? Effectivement. Ouais. Contrairement à ce que d'autres pensent, Sango, je te rejoins sur ce point. Parce que le problème, c'est quoi? Dès que le pouvoir a été rendu à M5, ça a fait qu'il y a tellement de divergences, tellement de belligérances, il y a trop de choses. C'est juste pour dire que, vraiment, toujours, je m'incline devant les morts de tous ceux qui se battent. Toujours, pas M5 seulement, tous les dignes fils du monde qui se battent pour le Mali. On le dit merci. Merci à vous aussi, M. Sango. Merci. Avant de répondre à votre question, je dirais à Diallo que franchement, je suis très honoré d'appartenir à un parti politique qui s'appelle l'APR. Et je pense que les préoccupations de M5 sont aussi les préoccupations de tous les Maliens, quel que soit leur compartiment. J'ai 5 problèmes. Ouais, je sais. Donc, franchement, moi, le message que je passe, c'est un message de rassemblement. Aujourd'hui, nous avons vu le résultat de la constance, comme dirait un certain auteur inconnu, qu'un homme politique, tant que tu n'as pas participé à ses obsèques, il n'est pas encore fini. Ouais. Il n'est pas encore fini. Le fait que Choguel soit appelé aux affaires aussi, cela démontre la vérité de cet adage. Donc le rassemblement.
le rassemblement. Ce pays a besoin de rassemblement. Et je reviens sur les propos que le président de la transition a tenus devant la jeunesse pour dire que s'il échoue, c'est la jeunesse qui va échouer. C'est l'ensemble de la jeunesse qui va échouer. Parce que dans un certain niveau, il faut avoir aussi l'esprit de la solidarité générationnelle. Parce que les Choguels, là, de toutes les manières, nous sommes dans un laboratoire. Vous, au M5, nous, dans l'ancienne majorité, dans les partis politiques, nous sommes tous derrière des personnalités politiques qui ont leur capital. Quoi qu'on pense qu'ils ont leur capital, mais nous sommes dans un laboratoire. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que demain, nous soyons sur les rings et que chacun de nous sera le rendu du leadership auprès duquel il aura appris. Donc, vraiment, mon message, c'est le rassemblement, Dans quelque camp que vous soyez, il faut prôner le rassemblement pour ce pays, parce que le pays... Et j'ai quelque chose d'important, si vous me permettez. Quand j'ai appris que le président de la transition va prêter serment le lundi 7, j'ai dit, si ceux qui ont adopté cette date ont un peu réfléchi, ils auraient pu le ramener au 8 juin. Ça aura rappelé aux Maliens un certain pays calme comme le Mali, où le président, chaque 8 juin, c'était vraiment la passation. La première investiture du président Alpha Omar Konaré. Merci, M. Sango, M. Djiré. Merci beaucoup, M. Tissa. Permettez d'abord, avant tout propos, que je remercie mon frère Amara Bachili pour le partage de mes précédents propos. Monsieur Dissa, si vous voulez que j'adresse un appel aux Maliens, permettez que je le regarde. La caméra, c'est bien là? Oui, c'est là votre caméra. Merci. Maliens. Ah, Maliens. Dieu ne descend jamais pour changer le sort d'un pays à la place de ses citoyens. Ce changement, ce travail, cette mission, c'est à nous qu'il l'a confié. Mes chers amis maliens, notre pays a trop sombré, a longtemps sombré. Notre histoire est remplie des recommencements, des faux départs, des éternelles histoires d'opposition. Pour une fois, en a sabali, en a hiné jamanaïna. Faisons en sorte que le bateau Mali, pour cette fois, cette seule fois, arrive à bon port. Que le droit soit dit au service de la justice, au service du bien public. Que chaque Malien soit égal à un autre Malien sur le territoire opposé. Que l'éducation reprenne de plus belle. Que chaque enfant puisse représenter l'avenir de ce pays. Qu'ils puissent avoir leurs rêves. Que l'emploi puisse tendre vers le plein emploi. Que la voix des urnes dise la vérité. Pour bâtir des institutions fortes, des institutions crédibles. Que la compétence soit mise au cœur des recrutements dans le service public. Que le copinage cesse. Que le partage cesse. Que le G5 problème cesse. Et surtout, M. Dissa, et surtout, que chaque Malienne fasse sien des valeurs comme le travail, comme la tolérance, comme la probité, comme l'intégrité, pour qu'ensemble, on puisse aller de l'enfant et faire à nouveau l'essor de ce beau pays. Merci, Monsieur Djiré. Mesdames, Messieurs, Africable Télévision dans le studio pour vous, Africable Télévision sur le boulevard pour vous, Africable Télévision avec les peuples du Mali et d'Afrique. L'occasion nous est donc donnée aujourd'hui à l'anniversaire de l'an 1 de M5 RFP.